Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la parenthèse étoilée. Après les superbes aurores boréales que vous avez peut-être pu observer un petit peu partout en France dans l'Hexagone, en verra-t-on de nouveau ce mois-ci. On parlera aussi de l'alignement planétaire qui n'en est pas un au début du mois, ainsi que des nuages noctulescents. Et bien avec tout ceci, on en oublierait presque l'arrivée de l'été et du solstice, ainsi que des occultations de Saturne et de Neptune. Comme à l'accoutumée, vous retrouverez dans ce 27e épisode les éphémérides planétaires et lunaires du mois de juin, suivis de l'agenda céleste et de mes idées d'observation. Bonjour et bienvenue dans la parenthèse étoilée, le podcast des passionnés du ciel présenté par Alain Juppin. Commençons par Mercure qui en Europe sera difficilement visible, et d'ailleurs en conjonction avec le Soleil le 14 juin. En Europe comme sous les tropiques, elle se repère durant les premiers et derniers jours du mois dans des jumelles. Elle est dans la constellation du Taureau jusqu'au 17 juin, pour finir le mois dans celle des Gémeaux. Pour les astrologues, elle est dans le signe du Taureau jusqu'au 3 juin, puis entre dans le signe des Gémeaux jusqu'au 17, et enfin dans le Cancer jusqu'à la fin du mois. Pour Vénus, elle est maintenant inobservable en Europe comme sous les tropiques, et sera d'ailleurs en conjonction avec le Soleil le 4 juin. Elle est dans la constellation du Taureau jusqu'au 17 juin, pour finir le mois dans celle des Gémeaux. Pour les astrologues, elle est dans le signe des Gémeaux jusqu'au 17 juin, puis dans le signe du Cancer. Pour Mars, elle se repère maintenant très facilement, y compris à l'œil nu dans les lueurs de l'aube. C'est valable aussi bien en Europe comme sous les tropiques. Elle est dans la constellation des Poissons jusqu'au 10 juin, puis dans celle du Bélier pour le reste du mois. Pour les astrologues, elle est dans le signe du Bélier jusqu'au 9, puis ensuite dans le signe astrologique du Taureau. Pour la géante gazeuse Jupiter, après sa conjonction solaire du mois dernier, elle revient dans le ciel du matin, mais dans un ciel déjà très clair. Cependant, aux jumelles, il devrait être possible d'observer son retour en juin. Elle est dans la constellation du Taureau pendant tout le mois. Pour les astrologues, elle est dans le signe astrologique des Gémeaux. Pour la planète Saturne, elle se lève maintenant de plus en plus tôt et en milieu de nuit, et les conditions d'observation s'améliorent grandement. N'espérez pas non plus des miracles, car en Europe elle est très basse sur l'horizon, rendant ces conditions d'observation assez aléatoires. Par contre, sous les tropiques, les conditions d'observation sont déjà excellentes. Le 29 juin, Saturne débute sa rétrogradation annuelle jusqu'au 15 novembre prochain, soit pour une durée de 139 jours. Elle est tout le mois dans la constellation des Poissons et dans le signe astrologique du Verseau. Uranus est difficilement observable et il lui faudra encore quelques mois pour s'éloigner suffisamment de la position apparente du Soleil. Cependant, sur la dernière quinzaine de juin, elle surgit de l'horizon dans un ciel déjà relativement sombre, mais les premières lueurs du jour arrivant, les conditions sont loin d'être idéales. Elle est dans la constellation et le signe astrologique du Taureau pendant tout le mois. Pour la plus éloignée des planètes, Neptune, elle revient dans le ciel du matin, même si, comme pour Uranus, il faudra encore attendre quelques mois pour l'observer dignement. Cette lointaine planète navigue lentement dans la constellation et le signe des Poissons, aussi bien pour les astronomes que pour les astrologues. Toutes ces planètes orbitent autour du Soleil, qui traverse la constellation du Taureau jusqu'au 21 juin, pour entrer dans celle des Gémeaux. Pour les astrologues, ils débutent le mois dans le signe du Taureau, avant d'entrer le 20 juin dans celui du Cancer. Le 20 juin justement, à 20h51 en heure universelle, le Soleil atteindra son point le plus au nord par rapport à l'équateur terrestre. C'est ce qu'on nomme traditionnellement le solstice et qui marque le début de l'été boréal et à contrario de l'hiver austral. Dans l'hémisphère nord, à 45 degrés de latitude, il n'y aura que 2h34 de nuit astronomique et au-delà des 48 degrés de latitude nord, la nuit astronomique n'aura pas lieu et le ciel ne sera pas totalement noir. Pour conclure ce chapitre planétaire déjà chargé,
Je reparlerai un petit peu plus tard de l'alignement des planètes. Les éphémérides lunaires. Ce mois de juin débutera avec un dernier croissant. La nouvelle lunaison débutera le jeudi 6 avec la nouvelle lune dans la constellation du Taureau. Le vendredi 14, ce sera le premier quartier visible dans la constellation de la Vierge. Le samedi 22, ce sera la pleine lune dans la constellation du Sagittaire. Ce mois-ci, elle est surnommée la pleine lune des fraises. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'explications sur la raison de cette appellation. Et nous terminerons le mois avec le dernier quartier le vendredi 28 juin dans la constellation de la Baleine. Notons que la Lune sera ascendante sur son orbite jusqu'au 8 juin et descendante jusqu'au 22 juin. Elle sera au plus proche de la Terre les 2 et 27 juin et à contrario au plus loin le 14. Pour les spécialistes, dans l'article complet dont vous trouverez le lien dans la description, vous aurez les dates, horaires et distances concernant les nœuds, apogées et périgées de l'orbite lunaire. Le 1er juin, la Lune sera en conjonction avec Neptune. C'est observable en Europe dans des jumelles, environ 1 heure avant le lever du jour. Mais pour les observateurs d'Afrique australe, de la Réunion et d'une partie de l'Asie, il sera possible d'observer l'occultation de Neptune par la Lune. Le 2 juin, peu avant l'arrivée du crépuscule, le fin croissant lunaire sera en conjonction avec la rougeoyante planète Mars, à observer aux jumelles dans les premières lueurs du jour. Le 5 juin, à l'aube, le minuscule croissant lunaire sera en conjonction avec Mercure et Jupiter. Une observation très délicate à faire avec l'aide de jumelles pour faciliter le repérage, puis à l'œil nu si les conditions locales le permettent et notamment si vous avez un horizon particulièrement transparent. Sous les tropiques, cette observation sera par contre normalement bien plus aisée. Le 27 juin, ce sera la conjonction entre la Lune et Saturne, visible à l'œil nu en fin de nuit et dans les premières lueurs du jour, car les deux astres sont trop éloignés pour être visibles ensemble dans des jumelles. Cependant, en Nouvelle-Zélande, dans le Pacifique et notamment à Nouméa et Papeete, et enfin au Mexique et dans une grande partie de l'ouest des États-Unis, la Lune occultera Saturne. Le 28 juin, la Lune sera en conjonction avec Neptune. C'est observable en Europe dans des jumelles à partir de minuit et jusqu'au lever du jour. Mais les observateurs d'Amérique du Sud, de la Guyane et des Antilles, il sera possible d'observer l'occultation de Neptune par l'astre Sélène. En France hexagonale, le phénomène aura lieu en plein jour, donc inobservable et sans intérêt. Les conjonctions lunaires avec les planètes Vénus et Uranus, bien qu'existantes sur un plan astronomique, seront en pratique inobservables. L'agenda du ciel, au jour le jour. Débutons l'agenda céleste de juin avec l'alignement planétaire. Mais qu'est-ce donc que cet alignement des planètes ? C'est lorsque, vu depuis la Terre, les planètes nous semblent alignées, c'est-à-dire placées le long d'une ligne imaginaire dans le ciel. Une autre définition beaucoup plus astronomique, pour ne pas dire géométrique, c'est lorsque la vue du dessus du système solaire fait apparaître plusieurs planètes le long d'une même ligne, en général partant du Soleil. Mais cela n'est pas forcément un phénomène observable dans le ciel. Le 3 juin donc, 6 planètes seront alignées dans le ciel, à savoir et dans cet ordre, Jupiter, Mercure, Uranus, Mars, Neptune et Saturne. Notez que cette date du 3 juin est une date approximative où il sera bien visible pour la plupart des endroits dans le monde. Cependant, dans l'hémisphère sud, cet alignement a plutôt eu lieu fin mai, entre le 27 et le 30. Mais pour ceux qui ont bien suivi les éphémérides planétaires un petit peu plus haut, eh bien ne comptez pas voir les 6 planètes en question à l'œil nu dans le ciel. Si Mars et Saturne seront facilement visibles, il faudra en revanche des jumelles pour apercevoir Mercure et Jupiter, et pour espérer lorgner sur les petites billes bleutées que forment Uranus et Neptune, il vous faudra armer d'un télescope.
sans pour autant que l'opération soit couronnée de succès, car les lueurs du jour seront déjà bien présentes. Par ailleurs, pour espérer faire l'observation, choisissez un lieu avec l'horizon le plus dégagé possible, exemple de relief, d'arbres ou de bâtiments. Pour en terminer avec cet alignement, l'écart angulaire entre les planètes Jupiter et Saturne, les plus éloignées de cet alignement, il y aura environ 73 degrés. Le 10 mai dernier, dans l'ensemble de l'Hexagone, des aurores boréales d'une rare intensité ont été observées. Elles avaient bien été prévues, suite à une éjection de masse coronale ayant eu lieu quelques jours plus tôt, cependant c'est leur intensité qui avait été largement sous-estimée. La région AR3664, ayant donné lieu à ces aurores, avait disparu de la surface visible du Soleil à la mi-mai. Et le 28 mai dernier, elle est réapparue sous la nouvelle appellation d'AR3697, avec une activité toujours aussi intense. Elle pourrait donc de nouveau faire l'objet d'éjections de masse coronale, qui, si elles se font au bon moment et avec une intensité suffisamment importante, pourraient encore engendrer d'hypothétiques belles aurores jusqu'à de basses latitudes pour les 3 et 4 juin. Mais en la matière, rien n'est moins sûr et faire ce genre de prédiction, c'est aussi fiable que de faire les prédictions de la prochaine combinaison gagnante du loto. Par ailleurs, les prévisions ne peuvent se faire que quelques jours à l'avance, c'est-à-dire approximativement la durée nécessaire aux particules pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui nous séparent du Soleil. Par ailleurs, cette année, nous sommes au maximum de l'activité solaire, un maximum bien plus intense que les précédents. Les possibilités d'aurore, y compris de forte intensité, seront possibles durant les prochaines semaines, mais aussi les prochains mois, en gros d'ailleurs jusqu'à la fin de l'année. Vous trouverez un lien dans la description avec les mesures des perturbations géomagnétiques terrestres et les prévisions d'aurore. C'est cependant assez technique, donc plutôt destiné aux initiés en la matière. Enfin, durant tout le mois de juin, c'est la période idéale d'observation des nuages noctiluques, également connus sous le nom de nuages noctulescents ou de nuages mésosphériques polaires. Ils se forment dans la mésosphère, au-dessus des pôles, à une altitude d'environ 80 km, donc très largement au-dessus des nuages météorologiques habituels qui normalement s'arrêtent aux alentours des 10-12 km d'altitude. Comme pour les aurores, ils s'observent près des régions polaires, mais on peut les observer parfois jusqu'à 45 voire 40 degrés de latitude nord ou sud. Composés de cristaux de glace, dans un ciel quasi noir, ces nuages reflètent la lumière du soleil qui se trouve bien en dessous de l'horizon, créant des lueurs bleutées ou argentées et d'aspect ondulé. Les nuages noctiluques sont encore très mal compris, notamment l'augmentation de la fréquence d'observation, qui pourrait être liée au changement climatique et à l'augmentation des particules dans la très haute atmosphère. Le meilleur moment pour les observer est environ 1 à 2 heures après le coucher du soleil ou avant son lever, lorsque le ciel est sombre mais que le soleil illumine encore les hautes couches de notre atmosphère. Je clôture ce chapitre en vous signalant que les 14, 15 et 16 juin prochains, c'est l'opération On the Moon Again. La démarche propose aux astronomes de sortir leurs instruments pour faire découvrir la Lune à leurs voisins, amis et passants. Les idées d'observation. La partie bien visible du zodiaque s'étendra du Cancer jusqu'au Bélier qui refait surface en toute fin de nuit. En milieu de nuit et en milieu de mois, Hercule est accroché au zénith, entouré du Bouvier, de la couronne boréale, du Serpent et du Serpentaire, qu'on nomme aussi l'Ophiuchus, de la Lyre et enfin du Dragon. Dans des jumelles, je vous propose de découvrir ou redécouvrir les classiques de l'été. Commençons par l'amas M6 ou l'amas du Papillon, dans la constellation du Scorpion. Elle est située à mi-distance entre les constellations du Sagittaire et du Scorpion, un petit peu au-dessus de Chola, représentant le dard de ce dernier. Il s'observe comme un vaste amas de quelques dizaines d'étoiles très brillantes. Dans un télescope, même de diamètre modeste, il est d'une beauté éclatante. Non loin de là,
Aussi bien dans le ciel que dans le catalogue Messier d'ailleurs, se trouve l'amas de Ptolémée catalogué M7. Il est aussi dans la constellation du Scorpion. C'est aussi un très bel amas ouvert d'une centaine d'étoiles brillantes. Il tient son surnom d'amas de Ptolémée, car ce dernier l'aurait observé à l'œil nu comme un amas nébuleux à la queue du Scorpion durant le IIe siècle. Comme le précédent objet, des jumelles sont nécessaires pour en apprécier sa beauté, mais la vision de cet objet devient somptueuse dans des télescopes, y compris de taille modeste. Au cœur du Serpentaire se trouvent plusieurs jolis amas globulaires que sont M10 et M12, repérables aux jumelles, mais nécessitant un télescope de 200 mm ou plus pour en apprécier la splendeur. Non loin de là, bien qu'un peu plus compliqué de repérage, se trouve M14 qui vaut lui aussi largement le détour. Dans un télescope, vous pourrez pointer M11, surnommé l'amas du canard sauvage dans la constellation de l'écu de Sobieski. Il s'agit d'un très bel amas ouvert de forte concentration. Il est situé à environ 6000 années-lumière de nous et âgé d'environ 300 millions d'années. Pour l'observer, un petit télescope de 114 mm permet déjà de résoudre de nombreuses étoiles, mais la vision devient magnifique dans un télescope d'au moins 200 mm qui montre un objet très dense en étoiles et ressemblant à s'y méprendre à un amas globulaire. À propos d'amas globulaires, dans la constellation d'Hercule, ciblez l'incontournable amas d'Hercule, M13, perché au zénith. C'est l'un des objets Messier les plus beaux à observer, mais aussi des plus simples de repérage. C'est un gigantesque amas globulaire composé d'environ 250 000 étoiles, regroupées dans une sphère d'environ 150 années-lumière, distante de 25 000 années-lumière. Si un petit télescope permet déjà de l'observer comme un amas d'aspect cotonneux, il faut un télescope d'au moins 200 mm de diamètre pour résoudre les étoiles en périphérie de l'amas. Pour finir, les objets présentés le mois dernier restent en grande partie toujours observables. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode chargé en actualité astronomique avec de belles observations en perspective. Soyons fous et rêvons un peu, et qui sait peut-être d'observer un alignement planétaire accompagné d'aurores polaires et de nuages noctiluques le même jour. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Vous pouvez également vous abonner à la lettre d'information mise en place l'été dernier. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et laisser vos commentaires et questions. Vos retours sont précieux pour me permettre d'améliorer le contenu de ce podcast. Pour terminer, jusqu'à notre prochain rendez-vous, restez curieux, restez émerveillés et n'oubliez pas le soir de lever les yeux et d'admirer les étoiles, même pour quelques minutes et même à l'œil nu. Au revoir et à très bientôt.